Bonjour tout le monde, on est très heureux de vous accueillir dans ce bel établissement Palais de la Femme, je crois que ça s'appelle, pour les Parisiens qui sont avec nous. Merci beaucoup d'avoir bravé les intempéries pour venir jusqu'ici. Bonjour aux internautes qui, de toute la France, je pense, vont regarder ce que vous allez entendre et ce que nous allons vous présenter. Et bonjour aussi à ceux qui vont probablement regarder tout cela en différé. Et on attend de vous que vous puissiez retransmettre par tous les moyens qu'on va mettre à votre disposition et que vous avez à disposition, Twitter, Facebook, etc., que vous puissiez rediffuser pour que le plus grand nombre puisse profiter de ce que nous allons vous présenter. Donc en plus de la newsletter ou du petit journal psycho que vous recevez sûrement régulièrement et qui vous présente les premiers résultats de cette étude à laquelle vous avez participé, la cohorte psycho, on s'est dit que c'était important de vous proposer cette réunion qu'on va probablement répéter pour vous montrer à quoi a servi le temps que vous avez consacré à cette étude et pour vous expliquer en direct et éventuellement échanger avec vous après les présentations pour que vous puissiez bien comprendre la portée de ce à quoi vous avez contribué et comprendre aussi à quel point c'est important que de telles études puissent être menées. Donc un grand merci, j'espère que vous profiterez bien de ce qu'on va vous présenter et qu'on renouvellera souvent cette expérience. Je crois qu'on commence par un petit film qui va vous expliquer sur quoi s'adosse cette cohorte, c'est-à-dire sur le réseau national des centres experts bipolaires. Et nous avions à cœur de commencer par cela, c'est-à-dire de vous expliquer le parcours et le principe de fonctionnement des centres experts bipolaires de la Fondation Fondamentale. Et je pense qu'on va lancer le film. Johanna, c'est ça ? Le parcours patient dans les centres experts fondamentaux. Du soin à la recherche. Aujourd'hui, une personne atteinte d'une maladie mentale attend parfois des années avant d'obtenir un diagnostic précis, puis un traitement adapté. Pour améliorer la précision du diagnostic et aider les médecins traitants dans la prise en charge de leurs patients, la Fondation Fondamentale a créé en France plus de 50 centres experts, tous abrités au sein de centres hospitaliers et spécialisés dans une pathologie. Schizophrénie, troubles bipolaires, dépression résistante ou troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Selon la pathologie, les centres experts proposent le même parcours de soins et utilisent les mêmes outils d'évaluation. Quand un patient est adressé à un centre expert par son médecin traitant, une première consultation psychiatrique permet de faire un point global sur son état de santé. Si cela est jugé nécessaire par le psychiatre, une équipe pluridisciplinaire réalise alors, plusieurs semaines après, un bilan médical complet, somatique, psychiatrique, psychologique et cognitif. Le patient est tout d'abord reçu par un infirmier qui recueille les premières données cliniques et biologiques, en réalisant notamment une prise de sang, un électrocardiogramme ou la mesure de sa tension artérielle. Il est ensuite vu par un psychiatre pour évaluer les symptômes de sa maladie, leur évolution et les traitements en cours. Enfin, un psychologue ou un neuropsychologue explore à l'aide de tests ses émotions, sa mémoire, son attention, sa compréhension et sa concentration. À l'issue du bilan, un diagnostic est posé et un compte-rendu détaillé accompagné de recommandations de prise en charge sont remis au patient et à son médecin. L'équipe hospitalière réalise un suivi annuel pour faire le point sur l'évolution de la maladie et le bénéfice des recommandations proposées. En parallèle, l'ensemble des données cliniques et biologiques recueillies sont, si le patient est d'accord, anonymisées et mises à la disposition des chercheurs. L'équipe médicale peut proposer au patient de participer, avec son consentement, à des projets de recherche spécifiques nécessitant des prélèvements, des examens ou des évaluations complémentaires. La Fondation Fondamentale s'est donnée comme priorité de constituer la plus grande banque de données française en psychiatrie, reposant sur l'infrastructure des centres experts. Grâce à ce dispositif unique, la Fondation a pour ambition de faire progresser les connaissances, afin de proposer à chaque patient un diagnostic plus fiable et un traitement sur mesure. On parle de médecine de précision. Véritable alliance du soin et de la recherche, les centres experts invitent les patients à devenir acteurs des progrès de la médecine.
beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Philippe Courtet, l'Université de Montpellier. J'ai beaucoup de plaisir d'être ici avec vous pour modérer cette session qui va être consacrée aux progrès, aux avancées déjà permises par l'étude psycho, cette étude de cohorte réalisée dans le cadre des centres experts pour le trouble bipolaire. Et donc je remercie vous d'être présents ici, les internautes de nous suivre sur Facebook, et je remercie bien entendu avant tout les participants à l'étude, les personnes qui ont donné beaucoup de temps pour nous permettre de réaliser ces évaluations de précision dans le cadre des centres experts, comme ça vient d'être indiqué. Alors, deux mots, vous savez bien que le trouble bipolaire est une pathologie très fréquente dans la population. De 1 à 4% des individus souffriraient d'un trouble bipolaire. Et c'est une pathologie qui est associée à un lourd retentissement des patients qui une souffrance bien sûr psychologique importante lors des épisodes, une souffrance familiale, un retentissement sur le travail, des hospitalisations, des arrêts de travail, des divorces, des interruptions professionnelles, etc. Et donc tout ceci, c'est l'objectif de la Fondation fondamentale, de ce réseau de soins et de recherche qu'elle a mis en œuvre, d'apporter des innovations pour mieux comprendre la maladie et pour mieux lutter contre la maladie et proposer des innovations thérapeutiques. Donc on vous remercie encore une fois, c'est grâce à l'énergie des patients, des chercheurs, des médecins que l'innovation sera payante. C'est une évidence à très court terme. Donc maintenant vont suivre 3 interventions brèves qui vont faire le point sur 3 aspects des travaux qui ont été mis en œuvre dans le cadre de l'étude de suivi de cette cohorte de patients bipolaires à laquelle vous avez participé. Et donc j'appelle dès à présent le docteur Ollier, Émilie Ollier, qui est maître de conférence à l'Université de Montpellier et qui va nous parler de ses travaux, je t'invite à passer par ici, et qui va nous parler des travaux sur qu'elle conduit sur les conduites suicidaires dans le cadre de la cohorte psycho. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, je tiens à remercier moi aussi la Fondation et les patients qui sont présents ici dans cette salle, mais aussi sur les différents réseaux sociaux. Et je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec vous un aspect de la recherche dans le cadre de la cohorte psycho qui concerne les conduites suicidaires et qui nous intéresse particulièrement à Montpellier. Donc personnellement, je m'occupe du centre expert bipolaire à Montpellier et je co-coordonne avec le professeur Étain, ici présent, le réseau des centres experts bipolaires. Pour commencer, parler du suicide, c'est peut-être pas ce qui est le plus aisé, mais vous n'êtes pas sans savoir effectivement que le trouble bipolaire paie un lourd tribut au suicide, puisque on estime que environ un patient sur 2 ferait une tentative de suicide et que un patient sur 10 mourra par suicide. Mais pour autant, c'est une mortalité qu'on considère comme évitable et contre laquelle on peut tout à fait lutter, et on essaie justement de développer des moyens pour prévenir ces comportements suicidaires. Donc lutter contre le fléau, quels moyens on peut avoir? La recherche est un levier très important, effectivement, puisque à l'heure actuelle, on s'appuie sur des informations cliniques qu'on peut récolter pendant nos entretiens. Donc ça, c'est extrêmement important, mais il y a aussi tout un autre pan qui est primordial, c'est la compréhension biologique, physiopathologique de ces conduites, de ces comportements qui nous permettraient de développer justement des stratégies de prévention, des stratégies de prise en charge et d'établir des pronostics, des diagnostics, des dépistages plus précis, plus personnalisés. Et c'est là tout l'enjeu j'espère que tout le monde m'entend correctement, c'est là tout l'enjeu de la recherche qui est menée, et notamment à travers cette cohorte psycho. Alors justement, pourquoi est-ce important cet aspect biologique? C'est qu'il est estimé
que les conduites suicidaires reposent sur un stress vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs de stress tels que la maladie et le trouble bipolaire en fait partie, ou des stress psychosociaux, des événements de vie négatifs, et qui, associés à une vulnérabilité, c'est-à-dire à une prédisposition de l'individu, eh bien, va aboutir dans certains cas au passage à l'acte suicidaire. Et justement, la recherche s'acharne à identifier des aspects de cette prédisposition, de cette vulnérabilité qui repose sur des éléments biologiques. Donc, dans le cadre de la cohorte psycho, effectivement, il y a des prélèvements biologiques qui sont réalisés. Il y a aussi des tests neuropsychologiques qui sont intéressants par rapport à l'état de santé, notamment aux fonctions cognitives du patient, mais aussi dont on peut se servir pour avoir des hypothèses de fonctionnement neurologique particulier. Et donc, ces biomarqueurs, eh bien, ils peuvent être, comme je disais, à la fois diagnostiques, c'est-à-dire nous aider pour repérer les personnes qui sont à haut risque, mais aussi thérapeutiques, c'est-à-dire pouvoir orienter une personne vers une thérapeutique plutôt qu'une autre, aussi bien pharmacologique que non pharmacologique. Et enfin, pronostic pour avoir justement une idée des soins à développer, de la fréquence de suivi. On peut imaginer tout cela. Et donc, des mesures biologiques associées à l'évaluation clinique, on ne s'en affranchirait pas, eh bien, permettrait de personnaliser cette prise en charge. Par exemple, dans certains marqueurs inflammatoires pourraient peut-être, dans le futur, de nous indiquer si on répond plus ou moins bien à tel traitement antidépresseur. Il y a quelques données dans la dépression. Alors, deuxième aspect, au-delà de cet aspect biologique, dans le cadre de psycho, il y a aussi tout un suivi longitudinal, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on revoit les personnes et tout le monde joue le jeu de revenir très régulièrement pour bénéficier et réaliser l'évaluation complète que nous sollicitons. Et c'est très important pour nous aussi, et très important dans le cadre de la recherche, et notamment pour le suicide, parce que on va pouvoir repérer de cette manière des personnes qui, lors du suivi, présentent des idées suicidaires, réalisent une tentative de suicide, et pouvoir reconstruire un petit peu l'histoire et comprendre quels sont les facteurs de risque qu'on n'aurait pas identifiés, ou des facteurs pronostiques prédictifs de survenue. Et c'est là tout l'enjeu aussi pour pouvoir développer des stratégies en amont en repérant ces facteurs de risque et ces facteurs pronostiques. Et par exemple, les nombreux questionnaires que vous remplissez sont aussi des éléments qui sont importants pour nous et qu'on a pu utiliser. Je voulais m'arrêter sur cela, puisque mon objectif n'est pas de vous présenter de manière exhaustive tous les travaux qu'on a, puisqu'ils sont multiples et ils seront aussi multiples, puisqu'il y a des perspectives pour le futur. Mais dans le cadre des conduites suicidaires, et plus précisément de la survenue des idées suicidaires, nous avons utilisé un des questionnaires qui est le questionnaire évaluant la dimension de l'habilité affective, c'est-à-dire la propension à ce que l'humeur fluctue au cours du temps. Et chez plusieurs centaines de personnes souffrant de troubles bipolaires, nous avons établi que évaluer si le fait de fluctuer comme ça, évalué avec ce questionnaire, permettait de mieux prédire la survenue d'idées de suicide sur le suivi. Et donc, en s'affranchissant justement de l'effet de la dépression, de facteurs environnementaux, de facteurs médicamenteux. Et ce qu'on montre, c'est que, et ce qu'on a réussi à mettre en évidence, c'est que le fait de fluctuer d'une humeur neutre à une humeur plutôt joyeuse, ou d'une humeur dépressive vers une humeur anxieuse, eh bien, étaient des facteurs de risque de survenue sur les 2 ans d'idées de suicide. Alors, à quoi ça nous sert, et comment on peut s'en servir? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de se dire que on peut développer des psychothérapies typiquement sur cette dimension et sur ces dimensions de l'habilité affective, par exemple. Alors, que je rassure tout le monde, les personnes qui ont une habilité affective élevée
pour le moment, au niveau individuel, on ne peut pas prédire au niveau individuel, on ne s'en sert pas comme ça, mais sur justement un groupe de personnes, si cette information ressort, elle nous fait réfléchir à l'intérêt de stratégies de psychothérapie, par exemple, permettant de mieux gérer les émotions et de mieux gérer cette labilité affective, comme la mindfulness, par exemple, qui a un intérêt pour limiter ces fluctuations de l'humeur. Après, un troisième point très rapide par rapport à Psycho, il y a énormément de données qui sont récoltées et effectivement on a des hypothèses, nous, au départ, pour poser une question de recherche et faire le projet qui en découle, mais en utilisant des grosses bases de données et des informations multiples et qui se veulent quasi exhaustives, eh bien on peut faire le chemin arrière, c'est-à-dire d'une manière qu'on traite justement ce pool de données, on peut retirer de nouvelles hypothèses et donc poser de nouvelles questions, faire le chemin en arrière. Donc ça aussi, c'est la troisième force de la cohorte. Donc premièrement, toute la partie biologique avec l'identification des biomarqueurs. Deuxièmement, ce suivi prolongé pour justement bien comprendre la chronologie des choses. Et troisièmement, un pool de données qui est extrêmement large pour pouvoir poser une question a priori, mais aussi que les données, ce qu'on observe, puissent nous amener à nous poser des questions qu'on ne se serait pas forcément posées. Voilà, je vous remercie. Donc j'appelle immédiatement le second intervenant, Raoul Belzo, qui est un jeune psychiatre de Marseille qui coordonne le centre expert des troubles bipolaires à Marseille et qui va aborder une question de recherche. Alors Raoul fait le grand écart entre des recherches moléculaires de très haut niveau et la question sur laquelle il va nous renseigner à l'instant, la question de l'observance aux soins, l'observance au traitement, qui évidemment, le traitement est un pilier dans la stabilisation du trouble bipolaire. Donc comment améliorer l'observance aux soins? Merci Philippe. Merci à vous de participer à cet événement, que ce soit sur place ou à distance. Et puis merci à la Fondation d'organiser cet événement et de nous permettre comme ça de dialoguer. Alors pourquoi l'observance, c'est un problème? L'observance médicamenteuse ou le suivi, l'observance du suivi est un problème important parce que en fait c'est probablement le premier facteur de chance de réussite d'une prise en charge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement efficace quand un traitement est mal suivi et donc c'est un levier très très important en termes de possibilité d'efficacité et donc c'est très important, mais en plus de ça c'est un problème qui est très fréquent. Et une des questions qui nous a préoccupés d'abord, c'est de savoir effectivement quelle était la prévalence de ces difficultés-là d'observance dans les troubles bipolaires et puis de comparer ça à ce qu'on connaît dans la littérature en général, dans d'autres pathologies. Et donc les deux informations importantes, c'est que tout d'abord, c'est extrêmement prévalent, c'est-à-dire qu'on considère à un moment donné que à peu près un patient sur deux souffrant de troubles bipolaires ont des difficultés d'observance, difficultés qui peuvent se caractériser par des oublis de prise, des réductions de dose, mais aussi des difficultés qui sont peut-être plus d'ordre aussi psychologique, c'est-à-dire le fait d'être contrarié par le fait de prendre un traitement, d'être mal à l'aise avec l'idée de devoir continuer un traitement au quotidien. Alors c'est un chiffre qui est très élevé et une vieille idée qui circule dans le monde de l'hôpital, mais aussi dans la rue, parmi les gens de la vie de tous les jours, c'est que effectivement quand on souffre d'un trouble psychiatrique, on est très sujet à avoir des problèmes d'observance, mais manifestement, c'est pas du tout le cas. Alors là, je parle pas de données qui sont issues de l'analyse de la cohorte, mais qui sont des données de la littérature internationale. C'est que, en fait, la difficulté d'observance qu'on connaît dans les troubles bipolaires, elle est à peu près du même niveau que celle qu'on peut connaître dans d'autres maladies chroniques. Et on va parler, par exemple, de diabète, d'hypertension artérielle, mais aussi, ça m'avait un peu étonné, d'épilepsie, par exemple. C'est-à-dire que, et même d'observance des médicaments qu'on utilise après une greffe rénale. Donc les problèmes d'observance ne sont pas un problème intrinsèque d'une pathologie psychiatrique et donc pas du problème du trouble bipolaire, c'est un problème fréquent qui concerne en fait beaucoup les maladies chroniques et donc les troubles bipolaires aussi. Alors
Après, on s'est attaché un petit peu à mieux comprendre ce processus. Et en fait, l'idée, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce processus-là, une fois qu'on a identifié sa prévalence, se base sur un modèle qui caractérise en fait trois phénomènes un petit peu indépendants l'un de l'autre, qui sont probablement importants pour qu'il y ait une observance de bonne qualité. Ces phénomènes, ils sont d'abord en lien avec la question de l'opportunité. Qu'est-ce que c'est l'opportunité ? C'est d'avoir tout simplement accès, d'avoir la possibilité de suivre un traitement, d'avoir un suivi, etc. Alors, en France, ça pourrait paraître un petit peu superflu, ce domaine-là, puisque finalement, on pourrait dire, bon, l'accès aux soins, il est universel, il y a des remboursements, il y a des ALD, et puis l'accès aux médicaments est facile, la plupart des médicaments sont remboursés, en particulier quand on a une mutuelle ou quand on a une ALD, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est un point très important. On ne peut pas être observant si on n'a pas l'opportunité d'avoir un suivi. Et vous avez vu dans le petit film qui a été passé que c'est pas si simple d'avoir un suivi finalement, et y compris en France, dans un système de soins qui est réputé comme étant très compétent et performant. En fait, on peut avoir des difficultés pour avoir un rendez-vous, un premier rendez-vous. On peut avoir des difficultés pour avoir un suivi à la hauteur de ses besoins, et on peut avoir des difficultés à accéder aux médicaments. Vous avez tous entendu comme quoi parfois malheureusement il y a des ruptures de stock, il y a des difficultés. Donc l'opportunité est un premier pilier, c'est un pilier qu'on étudie peu nous dans nos démarches, mais qui est un pilier très important dans le système de soins pour permettre de suivre facilement le traitement. Un deuxième pilier de l'observance, c'est ce qu'on va appeler la capacité. C'est-à-dire finalement, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des phénomènes qui altèrent la capacité des patients à acheter leurs traitements, les prendre régulièrement, ne pas les oublier, mettre en place les stratégies adéquates, etc. Et là, c'est intéressant quand on se penche sur le trouble bipolaire parce qu'on peut trouver plusieurs phénomènes, plusieurs types de symptômes qui peuvent altérer cette capacité à prendre régulièrement un traitement. Par exemple, un des premiers travaux qu'on avait pu faire sur la base de données des centres experts, c'était de montrer que quand on est déprimé, quand on a des symptômes dépressifs, c'est plus difficile de suivre un traitement. C'est plus difficile parce que on oublie, on se concentre pas bien, on peut rater les prises, on peut manquer d'intérêt à suivre régulièrement le traitement. Donc il y a un phénomène paradoxal parce que quand on a des symptômes dépressifs, on a souvent plus besoin de bien suivre ce traitement, mais malheureusement, ces symptômes dépressifs vont altérer la capacité, entre guillemets, c'est un mot générique, mais en tout cas, vont entraver la bonne marche du traitement. Il y a une autre série de choses qui peuvent altérer la capacité à suivre un traitement, ce sont les troubles cognitifs. Alors, on sait que dans les troubles bipolaires, les troubles cognitifs, c'est pas forcément la règle. Tout le monde n'a pas des troubles cognitifs, en particulier dans les phases de stabilisation, mais il peut persister chez 10, 20%, peut-être plus de patients, malgré une rémission symptomatique, des difficultés de fonctionnement cognitif. Et là, c'est facile de comprendre que si effectivement il persiste des difficultés cognitives, c'est dur de se rappeler si on a pris le traitement, c'est dur de planifier la bonne stratégie pour ne pas oublier le traitement, partir manger au restaurant avec des amis le soir mais oublier son traitement, et d'autres situations comme ça qui mettent en jeu les fonctions cognitives complexes. Et alors, on s'est penché là-dessus, et ce qu'on a trouvé qui était relativement intéressant, c'est que ces difficultés cognitives, manifestement, elles gênent l'observance, non pas chez les sujets jeunes, probablement parce que les jeunes patients ont plus de capacité de résilience, de compensation. Par contre, chez les sujets plus âgés, après 50 ans, clairement, le fait d'avoir des difficultés cognitives en dehors des épisodes thymiques, ça va être un enjeu important pour bien suivre le traitement. Et puis, il y a un troisième pilier dans l'observance thérapeutique qui est la motivation. Il est évident que même si vous n'avez pas de trouble de la mémoire ou de trouble de l'attention, même si vous avez facilement accès au psychiatre, à votre ordonnance, si on a facilement accès à la pharmacie, qu'il n'y a pas de rupture de stock, etc., après, il faut prendre le traitement. C'est-à-dire qu'il faut être motivé, il faut avoir fait sien l'idée que ce traitement peut aider, peut éviter les rechutes, peut améliorer la qualité de la rémission. Et donc, il y a tout un processus motivationnel qui peut être très très différent d'un moment à l'autre chez une personne et d'une personne à l'autre. Et la motivation, c'est quelque chose d'important. C'est pas juste être motivé pour faire quelque chose qu'on n'a pas compris, parce que ça dure pas. C'est être motivé, agir et se prendre en charge aussi. Ça veut dire aussi avoir intégré les avantages et les inconvénients des traitements, arriver à faire la part des choses, arriver à trouver dans la balance entre les avantages et les inconvénients tout l'intérêt qu'il pourrait y avoir à suivre la prescription.
Ce qui est intéressant sur ces 3 piliers de l'observance, c'est que ça suppose des facteurs de modification ou d'amélioration qui sont assez différents. L'opportunité va concerner le système de soins. Alors, à notre échelle, dans le suivi régulier des patients, on peut difficilement changer un certain nombre de contraintes. Par contre, tout ce qui va être du domaine de la capacité ou de la motivation, ça peut être des choses qui sont sujets à amélioration et à discussion. Par exemple, la capacité, si le patient a des difficultés dans la gestion de son traitement pour des raisons de capacité cognitive, de concentration, on a des outils qu'on est en train de développer et dont on essaie de valider l'efficacité, qui peuvent permettre de travailler ou d'améliorer les capacités cognitives. Donc, si on constate que le problème d'observance est plus un problème lié à la capacité à prendre régulièrement son traitement, on va plutôt essayer d'amener le patient à travailler sur les fonctions cognitives et trouver des stratégies de compensation par rapport aux difficultés ou d'améliorer ces difficultés-là par des stratégies qui sont ce qu'on appelle des stratégies de remédiation cognitive. Pour la motivation, là aussi, il y a tout un certain nombre de leviers. Le premier, évidemment, est celui de l'éducation thérapeutique. La possibilité d'accéder à de la psychoéducation est un outil très important pour permettre justement à la personne elle-même de faire la part des choses et d'être capable de faire la balance entre les inconvénients d'un traitement. C'est inhérent. Faire un traitement, c'est faire un choix. Prendre un traitement, c'est faire un choix. Il peut y avoir des effets secondaires, mais la question, c'est qu'il faut que cette balance, elle soit favorable. Et le travail sur la motivation peut bénéficier beaucoup de l'éducation thérapeutique. Et puis, alors ça, c'est beaucoup mené par l'équipe de Clermont-Ferrand et en particulier Ludovic Samalin. C'est aussi la question de changer le paradigme de prescription. C'est-à-dire de dire, dans une maladie chronique comme est le trouble bipolaire, pour la prise en charge d'un traitement au long cours, la décision médicale partagée va être un élément de motivation extrêmement important, puisque si on décide ensemble avec son médecin de la meilleure stratégie, on va être forcément beaucoup plus motivé pour la mettre en place, la mettre en œuvre et bien la suivre, plutôt que de subir de façon verticale une décision d'un traitement préventif. Et donc vous voyez que l'étude de l'observance, elle permet de mieux comprendre un phénomène qui est complexe, qui est souvent pointé du doigt. Ah, mais les patients, de toute façon, ils suivent jamais les traitements, ils arrêtent tout le temps les traitements, c'est pour ça qu'ils rechutent. Donc étudier l'observance, ça permet de mieux disséquer en quelque sorte ces phénomènes-là et de proposer, mais là aussi de façon peut-être un peu individualisée, des stratégies qui permettent sans doute d'améliorer les comportements d'observance et les stratégies d'observance propres à un patient pour lui permettre d'améliorer in fine le pronostic de sa pathologie. Donc je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions si vous en avez tout à l'heure. Merci beaucoup, Raoul. Donc là encore, gardez précieusement les questions que vous pouvez avoir concernant l'observance, qui est quand même un élément majeur dans une pathologie chronique. Comment aller mieux en prenant son traitement et en ayant régulièrement accès aux soins qui sont si importants. Pour la troisième intervention, j'ai maintenant beaucoup de plaisir à accueillir le docteur Romain Essic, qui est psychiatre à Paris, à l'hôpital Fernand Vidal, et qui va aborder une question également très importante en trouble bipolaire. Il n'existe quasiment pas de trouble bipolaire qui ne soit pas associé à d'autres problématiques. On le verra pour les gens qui sont ici présents au moment des posters. Vous verrez des posters qui se consacrent alors, à l'éducation thérapeutique, Raoul l'a souligné, mais aux troubles, aux problèmes métaboliques, aux problèmes de sommeil, aux problèmes de cognition. Et une autre problématique extrêmement importante et fréquemment associée aux troubles bipolaires, ce sont les addictions, dont le docteur Essic est un spécialiste. Il va donc aborder la question maintenant du problème des addictions, des comportements addictifs dans le trouble bipolaire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur Courtet, et merci à la Fondation fondamentale et aux participants de la cohorte, évidemment, et du réseau, de nous permettre de discuter de ces problématiques très importantes. Alors, de nombreux auteurs, et notamment notre groupe de travail au sein de la Fondation qui s'appelle Bipolaire Addiction, ou BIPAD, se sont intéressés aux conséquences d'addiction sur le trouble bipolaire. Il y a pas mal de généralités qui en ressortent, et l'idée de la recherche sur cette cohorte, ça va être d'aller plus loin qu'un constat en fait global qui est, quand il y a une addiction dans le trouble bipolaire, la gravité, la sévérité globale des personnes qui souffrent dans ces situations est globalement accrue. Le suivi du trouble bipolaire, par exemple, semble être plus difficile, ce qui n'est pas le cas pour le suivi des addictions. L'espérance de vie est réduite possiblement en moyenne d'encore 10 ans par rapport à quelqu'un qui a un trouble bipolaire et qui ne souffre pas d'addiction.
cette espérance de vie diminuée semble lié à la majoration d'une part du risque suicidaire probablement, mais aussi d'autres comportements à risque, et enfin de maladies non psychiatriques évidemment, notamment cardiovasculaires, puisqu'on rappelle que le tabac est bien quelque chose à inclure dans ce qu'on appelle les addictions pour l'étude du trouble bipolaire. L'impact négatif est probablement lié aussi à la difficulté de diagnostiquer, notamment le trouble bipolaire en présence d'un usage de substances. En effet, beaucoup de substances addictives peuvent provoquer des symptômes qui ressemblent à des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux ou des symptômes d'excitation maniaque ou hypomaniaque. Dans le cadre de notre groupe de travail, on a ainsi prévu sur la cohorte psycho de travailler sur les qualités des autoquestionnaires et des hétéro-questionnaires qu'on utilise et que les participants remplissent avec beaucoup de patience pour voir si la présence d'une addiction nuisait à la précision diagnostique qu'on essaye d'avoir et d'améliorer dans le réseau. Alors, il y a un parallèle qui me paraît important entre trouble bipolaire et addiction, c'est que ce sont bien deux maladies malheureusement chroniques et qui ont aussi un caractère cyclique. Entre les épisodes, que ce soit les épisodes de l'humeur, mais aussi les épisodes de consommation de substances, il y a malheureusement souvent des symptômes qu'on appelle intercritiques, c'est-à-dire des difficultés de fonctionnement, des difficultés émotionnelles, et on en a entendu parler, des difficultés cognitives qui peuvent être invalidantes dans plusieurs domaines. Alors je précise, c'est très important, une addiction, ça ne se résume pas à la consommation de substances, et fort heureusement, si on prend l'exemple par exemple de l'alcool en France, heureusement que consommer n'est pas un synonyme direct d'avoir une addiction. Pour résumer, l'addiction, c'est la perte de contrôle de l'usage, et du coup, dans ces cas-là, l'usage est automatique, il n'est pas limité par les problèmes que ça donne, et il n'est pas non plus spécialement motivé par le plaisir que ça donne, et en fait, il devient totalement automatique. Alors, le risque d'addiction dans le trouble bipolaire, et ça c'est les données à la fois des centres experts et à la fois de la littérature, il est multiplié, on va dire, de 3 à 6, si on considère le tabac, l'alcool et d'autres substances addictives qui sont plus rares dans nos études sur la cohorte des centres experts, cannabis, opiacés, cocaïne, autres psychostimulants. Les addictions sont globalement plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes, et aussi si on souffre d'un trouble bipolaire de type 1 par rapport à un trouble bipolaire de type 2. Et notre groupe de travail a montré un résultat très intéressant qui était assez contre-intuitif, c'est que dans le trouble bipolaire, si on est une femme et qu'on est fumeuse de tabac, le risque d'avoir d'autres addictions devient égal à celui des hommes. Ce qui n'est pas du tout attendu dans une population qui, par ailleurs, n'a pas de trouble bipolaire. Donc ça fait partie de résultats très importants. Et il faut noter, bien évidemment, que les addictions sont très souvent associées entre elles. Il y a pas mal d'explications possibles à cette comorbidité, comme on l'appelle entre addiction et trouble bipolaire. On ne va pas rentrer dans le détail. Il semble tout d'abord que les symptômes non spécifiques de trouble bipolaire qu'on peut avoir à l'adolescence, anxiété, impulsivité, difficulté de sommeil, peuvent augmenter le risque de consommer plutôt des produits comme le tabac, l'alcool et le cannabis. Et on commence à avoir des données récentes qui montrent que la consommation, ne serait-ce que de tabac, pourrait avoir un effet de causalité au moins sur un trouble bipolaire qui serait plus précoce. Et on est dans un cercle vicieux, puisque si on a un trouble bipolaire plus précoce et qu'on consomme des substances addictives, on augmente le risque de passer d'un usage normal à une addiction. Et on l'a vu, addiction plus trouble bipolaire, ça aggrave globalement le pronostic et la sévérité. Dans le suivi prospectif de la cohorte, par exemple, on a montré que le fait d'avoir une addiction à l'alcool diagnostiquée sur la vie entière augmentait les difficultés de fonctionnement qu'on mesure par l'échelle qu'on appelle la FAST. Et ça, de façon prospective, sur le suivi à 1 an et à 2 ans. Ce qui est très important, c'est que cette modification négative du niveau de fonctionnement était aussi associée à la consommation de tabac, estimée par le nombre de cigarettes par jour, et de façon indépendante du fait d'avoir une addiction à l'alcool. Pour aller encore un petit peu plus loin, on a vu que si on prenait les personnes qui, sur la vie entière, avaient été diagnostiquées avec une addiction à l'alcool, et qu'on regardait si elles avaient eu ou non des symptômes d'addiction à l'alcool dans le mois qui avait précédé l'entretien à la visite à 1 an et à 2 ans, ça ne modifiait pas spécialement le fonctionnement, et donc c'était bien la présence d'un problème d'alcool sur la vie entière qui était associé à ce problème de fonctionnement mesuré de façon prospective. Et on a trouvé le même résultat pour l'échelle de dépression, la MADRS, et pour l'échelle de manie et d'hypomanie, la YMRS. Donc ça, c'est un résultat vraiment tout chaud du suivi prospectif de cette cohorte. Il y a pas mal d'autres résultats, mais surtout, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dériver à partir de ces résultats des principes de prise en charge. Il n'existe à ce jour aucune recommandation ni pharmacologique ni psychothérapeutique pour la prise en charge
globale et spécifique de personnes qui ont un trouble bipolaire avec une addiction. En plus, malheureusement, l'état actuel du peu d'études qui existent, si on met un des troubles en rémission, l'autre trouble ne s'améliore pas forcément tant que ça. Cependant, il y a très peu d'études et on a au moins des données solides qui soutiennent le principe d'une prise en charge intégrée. Ça veut dire l'ensemble des troubles au même endroit, idéalement par la même équipe. Et pour ça, il faut évidemment développer des recommandations et des prises en charge spécifiques. L'ensemble des troubles doit être ciblé en même temps et la première recommandation, c'est aussi d'avoir le meilleur traitement disponible pour chaque trouble. Il ne s'agit pas de dire, alors que la situation est plus grave que s'il n'y a pas de comorbidité, ah non, mais là, on ne sait pas, on va mettre peut-être pas tout de suite du lithium, ou non, pour une addiction, on va peut-être pas mettre tout de suite des patchs parce qu'on ne sait jamais. Enfin, ça, maintenant, on sait que ce sont des choses qu'on doit au contraire traiter en même temps et encore une fois, idéalement au même endroit. D'autres comorbidités psychiatriques, hein, on a rappelé que le trouble bipolaire était probablement la pathologie psychiatrique qui avait le plus de comorbidités psychiatriques parmi l'ensemble des troubles psychiatriques. Fréquemment associés aux addictions et aux troubles bipolaires, c'est les troubles anxieux, phobie sociale, trouble panique, par exemple, et un trouble plus développemental qui est l'hyperactivité avec déficit de l'attention. Ça nécessite des précautions, notamment une prescription un petit peu accrue, mais là aussi, si on a un double, triple, quadruple diagnostic, les recommandations restent de prendre en charge l'ensemble de façon intégrée et encore une fois, si possible, au même endroit. Renforcer la psychoéducation, ça paraît d'autant plus crucial et d'autant plus important chez les personnes qui souffrent de troubles bipolaires avec une ou plusieurs addictions. Et surtout, et ça c'est les données un petit peu théoriques et qu'on commence à essayer de mettre en pratique, et notamment le docteur Ollier a parlé de ces symptômes émotionnels qui pouvaient persister même dans des moments de rémission au niveau de l'humeur. Ces symptômes émotionnels qui persistent, il est très probable que des thérapies, que ça aille de la relaxation, qui est quelque chose de peu spécifique, jusqu'à des thérapies plus cognitives et comportementales qui se basent par exemple sur la méditation en pleine conscience, vont clairement être très utiles pour diminuer l'anxiété, le trop-plein de réactivité émotionnelle et aussi les ruminations qui sont fréquemment associées aux troubles bipolaires et aux addictions. La thérapie de gestion des rythmes sociaux, on imagine bien, dans ce cadre de comorbidité avec des addictions, peuvent aussi avoir un intérêt probablement accru, même si à ma connaissance, ce n'est pas testé spécifiquement. Et enfin, il y a des modules qui sont dérivés de thérapies dans d'autres pathologies, notamment contre l'impulsivité, par exemple, qui pourraient être utiles, notamment pour améliorer l'observance. Enfin, au centre expert de l'hôpital Fernand Vidal, nous avons développé un groupe de psychothérapie spécifique pour les personnes qui souffrent de troubles bipolaires avec une ou plusieurs addictions associées. Il se base d'abord sur une première phase de séance plus de psychoéducation et de thérapie un peu comportementale, d'identifier les prodromes et les symptômes associés à la fois aux addictions et aux troubles de l'humeur. Et aussi, dans une deuxième phase, un module de thérapie par pleine conscience de 8 séances, plus structuré, qui peut parfois être un peu lourd à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on doit le tester. On a commencé à le diffuser au niveau du réseau des centres experts. Donc pour conclure, le trouble bipolaire doit entre autres sa gravité aux comorbidités psychiatriques qui sont très fréquentes et a fortiori les addictions. La prise en charge intégrée, elle augmente la probabilité d'avoir une rémission fonctionnelle globale, encore une fois, parce que c'est l'objectif de la prise en charge. Et donc, dans la littérature et aussi au sein des études conduites dans les centres experts, clairement les connaissances ont progressé dans l'idée d'avoir une médecine de précision plus personnalisée et du coup plus efficace en fonction de quelle est la priorité qu'on a définie avec le patient qui souffre de telle comorbidité. On a parlé du diagnostic médical partagé, et donc des objectifs de prise en charge qu'on doit partager avec les patients, et les priorités aussi doivent être établies avec les patients. Et il semble clair qu'avant toute tentative de changement ou de modification thérapeutique, il faut que à la fois les soignants et les patients soient d'accord, sinon ça ne peut pas avancer. Donc, les données préliminaires du réseau répondent déjà à une partie des questions qu'on se pose dans les comorbidités et troubles bipolaires avec les addictions. Il y a encore beaucoup de travail à faire, en tout cas grâce aux participants. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Romain. Alors, avant de prendre les questions, vos questions dans la salle, les questions sur Internet, merci aux 3 intervenants. Peut-être dire 2 mots, remettre un peu en perspective, parce qu'on a peut-être manqué d'à propos dans l'introduction de la réunion et en attaquant directement les sujets scientifiques.
pour rappeler que cette réunion que nous organisons en votre présence, et on vous remercie encore une fois d'avoir fait l'amitié d'assister, a pour objectif de mettre l'accent sur l'intérêt majeur qu'il y a à créer une cohorte de patients bipolaires suivis dans le temps. Alors une cohorte, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Une cohorte dans les légions romaines de César. Vous voyez, un groupe, une grande assemblée de personnes qui se définit ici par l'existence d'un trouble bipolaire et le fait qu'ils ont accepté d'être évalués, d'avoir eu recours au centre expert de la Fondation. Et donc, cette grande assemblée de personnes qui va se prêter au jeu, entre guillemets, des évaluations cliniques extrêmement fastidieuses, qui prennent beaucoup de temps, mais qui permettent des mesures très précises de l'état de santé psychique et autres. Et c'est comme ça qu'on arrivera peut-être un jour à la médecine de précision, la médecine personnalisée. Donc vous, une grande assemblée de personnes, le trouble bipolaire qui se prête à ces évaluations cliniques, qui se prête à la possibilité pour nous de réaliser des prélèvements biologiques qui ensuite vont être étudiés par des chercheurs dans des laboratoires de recherche pour identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs, en tout cas pour mieux comprendre les aspects neurobiologiques du trouble bipolaire et des pathologies associées. Et ce qui est capital dans cette cohorte, comme dans les légions romaines, je suis arlésien de naissance, donc je suis favorable à cette image, c'est d'avancer ensemble vers un même objectif et dans le temps. Et donc il est capital pour nous et pour vous, puisque, in fine, vous l'avez compris, l'objectif de la recherche est quand même que l'on puisse arriver à mieux soigner nos patients, donc vous. Il est important que cette cohorte avance dans le temps, c'est-à-dire que l'on puisse régulièrement réévaluer les patients qui ont été inclus avec les mêmes mesures ou d'autres types de mesures, de façon à mieux comprendre comment peut se manifester le risque suicidaire et comment les perturbations émotionnelles peuvent fragiliser les gens et créer des crises suicidaires et comment est-ce qu'on peut essayer d'y répondre par des stratégies pharmacologiques ou psychothérapiques, comment est-ce que l'observance peut se dégrader ou peut s'améliorer. Et donc pour ça, on a besoin de suivre nos patients, de suivre cette cohorte de façon prospective, comme on dit, longitudinale, pendant plusieurs années. C'est une richesse inouïe. Il existe peu d'exemples comme ça au niveau international. D'autres pays réalisent bien sûr des cohortes, mais il n'empêche que créer cette cohorte de patients présentant un trouble bipolaire et avoir la possibilité de réaliser toutes ces mesures dans le cadre de la Fondation, de pouvoir échanger ces données entre chercheurs, les partager et aller plus loin sur le plan clinique et sur le plan des marqueurs biologiques sera d'une richesse infinie et nous permettra d'apporter des innovations. C'est le prix à payer, beaucoup d'efforts, je le disais initialement, beaucoup d'engagement, et c'est comme ça que l'on permettra enfin d'améliorer le pronostic de ce trouble. Nous allons maintenant prendre les questions de la salle, d'Internet. Johanna ? Alors, Johanna, elle va initier les questions d'Internet. Donc, pour le docteur Ollier, est-ce que les idées de suicide, le risque, Élodie donc, nous demande si les idées de suicide, le risque suicidaire est sous-tendu par une prédisposition biologique. Docteur Ollier. Oui, alors pour préciser un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement qu'on considère un des modèles de compréhension, c'est un modèle de stress-vulnérabilité, c'est-à-dire que il y a des facteurs de stress qui vont intervenir, et notamment des facteurs environnementaux qui sont nécessaires mais pas suffisants pour expliquer l'existence d'un risque suicidaire, tout comme une prédisposition ou une vulnérabilité sous-tendue justement par des éléments biologiques, mais qui là aussi sont nécessaires mais pas suffisants pour expliquer un passage à l'acte. Donc effectivement, il y a des éléments biologiques qui interviennent dans la survenue, l'émergence d'idées de comportements suicidaires, mais ils font partie des nombreux facteurs qui participent à ces conduites. Alors une question que va répéter à voix haute pour tout le monde le docteur Belzo, qui travaille beaucoup sur l'observance, mais alors pile poil, avant que tu répètes la question, un vrai objectif du suivi prospectif, longitudinal, répété des patients inclus dans la cohorte.
Donc la question c'est est-ce que, si je la reformule en tout cas, c'est il arrive des rechutes alors qu'on poursuit le même traitement et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce traitement devra être modifié ou augmenté? Alors ce qui est important, c'est que effectivement ça c'est la situation, c'est le constat de départ, mais je dirais que c'est presque la première étape et qu'il y a tout un tas de choses un petit peu à analyser dans ce genre de situation. Et c'est sûr que typiquement la survenue d'une rechute, c'est intéressant à analyser à l'échelle individuelle et à l'échelle du soin, et ça nous intéresse aussi de l'analyser dans le sens de la cohorte et de quels sont les facteurs de vulnérabilité. Ce que ça m'inspire, c'est plusieurs choses. La première, c'est a priori un traitement, il a une efficacité qui est stable dans le temps, en tout cas sur un terme relativement moyen de quelques années. Il n'y a pas de raison que ce traitement devienne inefficace. Donc, s'il y a des rechutes sous un traitement, c'est que probablement ce traitement n'est pas suffisamment préventif. Et comme c'est un effet préventif, c'est un effet qui est aléatoire, c'est-à-dire qu'on peut prendre le traitement pendant 1 an, ne pas rechuter, mais que cette absence de rechute soit uniquement le fait de l'évolution naturelle du trouble. Et puis rechuter au bout de 18 mois, et le constat ne serait pas de dire mais ce traitement marchait et il ne marche plus. En fait, peut-être que tout simplement ce traitement n'est pas préventif, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé l'évolution naturelle du trouble chez une personne donnée. Ça, c'est une possibilité, ce qui veut dire que oui, il faudra changer le traitement pour un traitement qui potentiellement sera plus efficace. Et pour revenir à la question de la cohorte, la question à laquelle on ne sait pas répondre aujourd'hui, c'est pourquoi chez cette personne qui pose la question, on a choisi plutôt celui-là que celui-là. Aujourd'hui, on est plutôt dans une stratégie qui est très un petit peu aléatoire malgré tout, même si on peut faire un choix partagé, etc. Et l'idée de la cohorte, in fine, c'est probablement aussi de pouvoir répondre en disant mais regardez, finalement ce choix n'était pas le bon parce que vous avez tel et tel facteur qui sont des facteurs de mauvaise prédiction de la réponse à ce traitement-là, alors qu'on sait aujourd'hui, ce que je ne peux pas dire aujourd'hui, mais alors qu'on sait aujourd'hui que tel et tel facteur prédisent au contraire une bonne réponse à une autre molécule. Maintenant, il y a d'autres explications possibles qui sont finalement peut-être que le trouble a rechuté parce que est survenu des comorbidités, est survenu dans le parcours évolutif de la personne d'autres pathologies. Donc Romain parlait par exemple des addictions, c'est-à-dire qu'on sait que forcément la personne peut être stable, malheureusement peut d'abord rechuter une addiction à l'alcool, par exemple, et quelques mois après, présenter une rechute dépressive. Et effectivement, l'ordre dans lequel, la séquence dans laquelle les rechutes peuvent avoir lieu, c'est un phénomène très important. Et donc, c'est pas tant la perte d'efficacité en tant que telle du médicament, c'est plus que est survenu d'autres événements. Et puis, pour reparler de l'observance, c'est quand même très important, quand on en est là, à ce moment-là, de la rechute sous traitement. C'est la première question souvent qu'on se pose et qui est mise sur la table avec le psychiatre. C'est, vous rechutez sous ce traitement, mais est-ce que ce traitement, vous le preniez exactement comme vous le preniez il y a 1 an? Et on connaît ce phénomène où finalement l'observance, la motivation, elle s'étiole, parce que finalement le bénéfice perçu est moins direct. C'est devenu une routine qu'on a tendance un peu à laisser de côté, on est moins intéressé parce qu'on s'éloigne de l'épisode, on s'éloigne de la période qui a été douloureuse, on essaie d'oublier, on trouve que le traitement, ça nous ramène à la maladie, ça nous rappelle qu'on est malade, et donc on se démotive un peu, on laisse un peu tomber. Et on a l'impression de suivre toujours le traitement de la même façon, mais en fait, l'observance, la motivation à suivre le traitement a diminué. Donc, tout ça est possible, toutes les explications peuvent être valables de façon concomitante, et il y en a sans doute d'autres qui ne me sont pas venues à l'esprit, mais on voit que la question de la rechute sous traitement, ça soulève tout un tas d'hypothèses qui concernent un peu tous les domaines. Et encore une fois, pour revenir sur les bénéfices potentiels de cette cohorte, c'est que cette cohorte qui recueille toutes ces données-là en même temps chez tous les patients qui y participent, ça nous permettra après, rétrospectivement, de mieux hiérarchiser les facteurs et les facteurs de risque de rechute. Merci Raoul. Et si je peux, pour rassurer Cécile, la question n'est pas forcément de changer le traitement pour avoir un traitement qui sera plus lourd avec cet aspect péjoratif qui d'ailleurs peut exister d'un traitement qui est fort et qui va créer des effets secondaires.
c'est comme ça que vient de terminer Raoul, et l'intérêt de cette cohorte. Nous avons de nombreuses possibilités thérapeutiques, de nombreux médicaments. Si on parle simplement des médicaments, et il n'y a pas que les médicaments, mais il y a beaucoup de médicaments que l'on peut utiliser. La question, c'est dans quel ordre, comment les associer, lequel avant l'autre. Et ça, eh bien, pour l'instant, c'est un peu de l'apprentissage par l'erreur. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir ces informations que l'on recueille au sein de cette cohorte pour mieux comprendre comment utiliser les médicaments déjà disponibles. Oui, madame. Donc, votre question, il y a plusieurs éléments dans votre question. Le premier, c'est finalement, est-ce que les contraintes liées au traitement sont constantes dans la prise en charge ou est-ce qu'il y a des phases différentes? Et est-ce que les contraintes qu'on peut accepter sont les mêmes au cours du temps? Et à l'inverse, quand on sort d'une période de rémission de bonne qualité et qu'il y a quelques symptômes qui réapparaissent, comment s'ajuste le traitement? En fait, ça clairement, on définit théoriquement et en éducation thérapeutique, on aime bien demander aux patients, est-ce que vous savez dans quelle phase du traitement vous êtes aujourd'hui? Et clairement, il y a une différence entre ce qu'on va appeler la phase curative du traitement et la phase préventive. C'est deux phases de traitement qui n'ont rien à voir. La phase curative, elle vise à supprimer les symptômes. Alors d'abord l'épisode thymique, puis les symptômes qui sont présents. Et donc là, on est dans une proportion entre les bénéfices et les inconvénients où on va favoriser l'efficacité peut-être plus que la tolérance parfois, parce qu'on ne veut pas perdre de temps, on veut aller vite, on veut soulager la souffrance morale ou les conséquences des symptômes. Quand on passe sur la phase préventive, l'enjeu il est différent parce qu'on est sur un enjeu à long terme, on est sur un enjeu préventif, c'est-à-dire qu'on n'investit pas pour demain et après-demain, on investit pour les 6 mois, les 1 an, les 10 ans à venir. Là, la balance s'équilibre de façon tout à fait différente. On ne peut pas accepter, quand je dis on, c'est finalement d'abord le patient, mais sans doute aussi le médecin dans sa conduite à tenir, on ne peut pas accepter le même niveau d'inconvénients, que ce soit la sédation, la prise de poids, etc. Et quand on est dans une phase de traitement préventif, effectivement, on va rechercher le minimum efficace. Mais là aussi, quelle est la posologie minimale efficace et quel est le traitement utile pour une personne donnée en termes de prévention? On n'est pas encore aujourd'hui dans des démarches individualisées, rationnelles, on est dans des démarches empiriques, c'est-à-dire compte tenu de l'expérience que vous avez, que j'ai, qu'ont mes collègues, ce que disent les recommandations, je pense que c'est le meilleur choix, mais c'est par défaut encore aujourd'hui. On a réellement besoin d'être capable de vous dire objectivement. Le modèle auquel on se réfère souvent, c'est en cancérologie. Aujourd'hui, on traite non pas un cancer donné, finalement, on traite une signature moléculaire, parfois de cancers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, on va dire. Vous avez besoin de tel traitement parce que vous allez répondre, votre cancer va répondre à ce traitement. Et clairement, en termes de traitement préventif, aujourd'hui, on a besoin d'outils qui nous permettent de nous orienter mieux. Et la question de la posologie, c'est-à-dire quel est le niveau pour le traitement donné choisi, quel est le niveau qui est important, pour l'instant, ça reste très empirique, donc on se base plus sur les bonnes pratiques, c'est-à-dire ce qui marche le plus souvent. Ce qui malheureusement ne veut pas dire que ça va marcher le plus souvent. Et puis pour finir sur la dernière partie de votre question, une fois qu'on est stable avec un traitement, si arrivent des symptômes, oui, il faut consulter rapidement, oui, c'est urgent, même si ces symptômes sont mineurs et discrets, parce que ces symptômes mineurs et discrets, on sait déjà que c'est prédictif de la rechute si on ne s'en occupe pas. Par contre, ça questionne aussi l'efficacité du traitement qui était reçu à ce moment-là, s'il est bien suivi, c'est-à-dire que si l'observance est adéquate, à ce moment-là, ça veut dire que ce traitement est peut-être pas suffisant ou que c'est pas le traitement idéal, parce qu'un traitement idéal ne devrait pas être pourvoyeur de symptômes résiduels ou de la réapparition de symptômes ou de risque de rechute. Si vous avez une réponse ultra brève sur la question, ultra brève, après on pourra en discuter. Alors, que propose Fondamental? Donc c'est dans le cadre de dispositifs expérimentaux encore. En fait, deux idées finalement. La première, c'est que, alors ça répond pas au problème de la personne aujourd'hui, mais c'est qu'en faisant de la recherche, en diffusant les connaissances, on peut améliorer les pratiques. Et améliorer les pratiques, c'est probablement aussi redistribuer les moyens du système. C'est-à-dire c'est pas forcément rajouter des moyens dans le système de soins, mais c'est de dire mieux flécher. Si on fait la preuve de l'efficacité du dispositif, ce qui est fait, ça a été publié, c'est-à-dire qu'on montre que les patients qui bénéficient des évaluations dans les centres experts des troubles bipolaires, ils améliorent leur fonctionnement, ils ont moins de symptômes résiduels, ils sont moins souvent hospitalisés. Donc on peut
dédier des ressources du système de soins à d'autres choses que ce qui coûte très cher et qui est très compliqué, qui est l'hospitalisation. Et puis de façon plus précise, il y a une expérimentation de parcours de soins qui va être coordonnée en partie par la Fondation fondamentale. Et cette expérimentation qui est spécifique sur le trouble bipolaire va justement essayer de répondre à ce problème-là, qui est de dire, vous rentrez dans un parcours de soins expérimental parce que vous souffrez d'un trouble bipolaire, et on va voir si cette expérimentation permet effectivement de réduire considérablement les conséquences de la maladie à l'échelle individuelle et aussi à l'échelle de la société en termes de coûts et d'utilisation des moyens. Oui, merci pour votre question. Donc je répète pour que tout le monde puisse la capter. La question est celle des marqueurs biologiques, puisqu'on a beaucoup parlé. Dans le cadre de la cohorte, il y a beaucoup de mesures cliniques, mais également des prélèvements biologiques qui sont analysés à différents niveaux. Donc est-ce que ces marqueurs biologiques peuvent nous aider un jour à mieux diagnostiquer ou à mieux envisager les prises en charge thérapeutiques? Romain, vous avez... Qui de vous trois se lance? Docteur Ollier? Je peux. Alors justement, c'est une question qui est extrêmement importante pour le trouble bipolaire, mais aussi pour tous les troubles psychiatriques, avec tout l'enjeu des biomarqueurs dont je parlais initialement. Actuellement, il ne serait pas justifié de vous dire qu'au niveau individuel, nous avons des marqueurs biologiques pour diagnostiquer, prédire une réponse thérapeutique ou prédire l'évolution d'une maladie. Ce ne serait pas raisonnable au niveau individuel. En revanche, au niveau de la littérature scientifique, effectivement, il y a des pistes de systèmes biologiques qui sont impliqués dans différents troubles psychiatriques, différentes dimensions cliniques que l'on peut observer et mesurer. Et c'est justement tout l'enjeu aussi pour nous, puisque à l'échelle clinique, en termes de diagnostic, pour certaines, faire la différence entre une dépression unipolaire et bipolaire, pronostiquer une réponse thérapeutique à des sels de lithium ou à des antipsychotiques atypiques, prédire la survenue d'une comorbidité, effectivement, on a besoin de mesures plus objectives, entre guillemets, que nos pratiques cliniques actuelles qui, effectivement, montrent leurs limites. Donc, ce n'est pas aujourd'hui encore utilisé, j'ai terminé là, mais effectivement, toute l'opportunité d'étudier, de suivre des cohortes et d'utiliser des marqueurs biologiques, eh bien, est effectivement une perspective pour le futur avec le développement de cette médecine personnalisée. Et alors, la recherche crée des innovations qui vont survenir même si on ne s'y attend pas forcément. Et dans la suite de ce que vient de dire le docteur Ollier, dans un autre champ, mais qui est proche, qui est plutôt celui des psychoses ou de la schizophrénie, il a pu être démontré en étudiant, c'est un projet de recherche notamment auquel prend part le professeur Le Boyer, en étudiant les mécanismes de l'inflammation, de l'immunité et de l'auto-immunité, il a pu être démontré dans la schizophrénie que certains patients souffrant de ce qui ressemble à de la schizophrénie pourraient avoir développé des auto-anticorps qui vont nuire à certaines protéines cérébrales et que ces patients ne devraient pas alors bénéficier d'un traitement antipsychotique, antischizophrénique classique, mais de stratégies plus sur l'inflammation. Donc en faisant progresser la recherche, on peut arriver à identifier des sous-groupes de patients qui pourraient bénéficier maintenant de stratégies thérapeutiques beaucoup plus ciblées. C'est ce que les intervenants appelaient la médecine de précision. Une dernière question sur Internet. Alors le filigrane, donc la question brutale était est-ce qu'on peut guérir ou est-ce qu'on est certain, nous sommes certains que l'on ne peut pas guérir du trouble bipolaire, et peut-être plus appréhensible la question est-ce que l'on peut vivre avec un trouble bipolaire sans traitement tellement on va bien? Qui se lance de vous trois? Allez Romain. J'ai une réponse très partielle, pas du tout courageuse en fait. Dans certaines situations justement de comorbidité entre trouble bipolaire et addiction, où c'est bien une voire plusieurs addictions qui ont commencé très clairement avant le trouble bipolaire, d'une part, et où d'autre part, même si on est certain d'avoir bien fait le diagnostic de trouble bipolaire,
en disant c'est pas que l'effet de la substance, etc., ni de son sevrage. Il semble que sur une durée, alors peut-être de 1, 3, 5, peut-être 10 ans, il y ait de très bons pronostics. Donc on pourrait imaginer une espèce de trouble bipolaire qui a été enflammé par une addiction et bien sûr des facteurs de vulnérabilité individuelle, qui ensuite, grâce à un traitement, et encore une fois par traitement, il faut pas oublier que c'est pas du tout que les médicaments, a pu éventuellement être éteinte suffisamment sous réserve que l'addiction ait été totalement en rémission, pour qu'ensuite, a priori, il n'y ait plus de troubles de l'humeur et que l'addiction ne rechute pas. Donc voilà quand même une donnée, encore une fois très partielle, pas hyper courageuse, mais quand même importante. Et ça fait un bon modèle, effectivement, là aussi, si on veut un peu personnaliser. On est en train de travailler justement sur les séquences entre quel est le profil sur la vie et aussi après en prospective dans la cohorte des personnes selon qu'elles ont commencé leur addiction avant ou après le trouble bipolaire. Effectivement, il y a probablement, parfois en tout cas, pas du tout les mêmes enjeux pronostiques. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, enfin, ça me paraît très intéressant. Ensuite, peut-être, il n'y a pas que l'histoire des médicaments et potentiellement, peut-être dans des formes beaucoup moins sévères, enfin, parmi les troubles bipolaires, les moins sévères, par exemple. On peut imaginer, mais ça peut appeler à discussion et débat, mais que peut-être une absence de médicaments, que je ne recommande pas encore une fois en tant que psychiatre aussi, mais voilà, moyennant un minimum d'hygiène de vie, une éducation excellente sur les éventuels prodromes, les facteurs de risque, ça veut dire pas cumuler les facteurs de risque dans la même semaine, 3 nuits blanches, surcharge de travail, plus un peu plus de verre d'alcool que d'habitude, par exemple. Si on arrive à naviguer peut-être entre ce type de cumulation de risques, il semble possible, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait de données vraiment là-dessus, que sans médicaments en permanence, une rémission relativement stable puisse être possible. C'est plus un avis là que des données solides. Juste là aussi, ça souligne encore une fois l'intérêt de la cohorte, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une situation donnée, les arguments cliniques ne nous permettent pas de prédire cette situation-là, et on va être très intéressé par mesurer finalement par des marqueurs indirects quelque chose qui ressemblerait au niveau d'activité de la maladie. Et probablement qu'il y a des patients qui sont en rémission complète, mais qui sont in fine à risque de rechute, qui auront des marqueurs biologiques très différents de patients qui ont exactement la même présentation clinique. Ce sont des copies conformes, sauf que peut-être qu'à l'intérieur, la vulnérabilité est très réduite. Et l'idée, c'est de rechercher par les marqueurs biologiques cette différence qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, en fait, mais qui pourrait permettre effectivement de différencier ce qui serait de la rémission d'une guérison possible, théoriquement. Bref, aussi un des enjeux, un des intérêts de la cohorte serait de pouvoir aussi évaluer des stades d'évolution de maladie, comme on peut faire. Raoul a pris l'exemple de la cancérologie tout à l'heure pour des traitements personnalisés, et en cancérologie aussi, ils utilisent des stades d'évolution des tumeurs, par exemple, avec des traitements adaptés à chaque stade. Et donc, effectivement, l'hétérogénéité des présentations cliniques et des parcours et des évolutions de la maladie bipolaire, si on identifie mieux des stades, on pourra identifier des traitements adaptés en fonction. Merci de vous être lancé dans le pari de répondre à cette dernière question qui était un challenge, et pour dire que l'objectif de cette cohorte est donc, comme vous venez de le dire, est de pouvoir mieux caractériser les stades de la maladie dans lesquels peuvent se retrouver les différents patients, et qu'il y a une possibilité, c'est d'aller d'un stade vers un autre plus grave, mais qu'il existe aussi d'autres possibilités de faire le chemin à l'envers et d'aller vers des stades qui sont plus légers de la maladie pour telle ou telle raison. Et l'illustration de Romain ici, qu'avec la question de la comorbidité addictive, était de ce point de vue-là très éloquente. Nous allons conclure cette session en vous remerciant beaucoup d'avoir participé, d'avoir été présent pour vous qui nous faites l'amabilité d'être là. Et donc nous allons pouvoir, et nous remercions les intervenants et les internautes de nous avoir suivis via Internet. Pour ceux qui sont présents ici, la discussion pourra se poursuivre avec les intervenants de cette session et aussi avec d'autres intervenants du réseau des centres experts de la Fondation qui vont aborder, qui nous ont fait la gentillesse de préparer des posters, donc des affiches résumant leurs travaux scientifiques
qui porte sur cette cohorte. Donc vous avez compris l'enjeu de participer à cette cohorte et de maintenir votre motivation à participer dans le temps pour que cette grande assemblée puisse aller vers cet objectif de l'amélioration du pronostic du trouble bipolaire. Donc nous font l'amabilité de présenter un poster Manon Merel sur les rythmes circadiens, thématique qui est chère au professeur Bruno Étain, que je veux signaler, qui est l'autre coordinateur du réseau des centres experts bipolaires. Je remercie. Katia Mbalara qui va nous parler de la psychoéducation, qui est un sujet également extrêmement intéressant qui a été déjà évoqué. Anne-Sophie Canavo va nous parler des troubles cognitifs qui sont également une préoccupation importante à différents niveaux dans le trouble bipolaire. Et puis Ophélia Gaudin aborde la question des comorbidités somatiques et notamment des problèmes cardiovasculaires qui sont également un enjeu majeur dans le trouble bipolaire. Donc 1 heure de session pour vous qui êtes présents ici, la possibilité d'interagir, d'aller voir ces communications affichées, d'interagir avec leurs auteurs et de continuer à interroger les intervenants qui ont participé à cette réunion. Merci beaucoup à vous tous de participer de votre énergie. C'est à ce prix que la recherche va avancer et comme le dit Fondamental, que les maladies mentales et donc le trouble bipolaire reculera. Merci beaucoup.